Mon nom est Myrline Barbara, mais on m'appelle Barbara, c'est plus simple. Je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi coach familial avec plus de 7 ans d'expérience en relation d'aide. Donc, j'ai travaillé avec des enfants, avec des ados, avec des adultes, santé mentale, déficience intellectuelle, donc différents types de clientèle. Je suis aussi fondatrice et directrice de Par Enfant, anciennement Fondation Par Enfant. Il y a eu une modification il n'y a pas longtemps du nom, donc pour éviter la confusion entre fondation et organisme. Par Enfant, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, surtout les jeunes de 5 à 18 ans, dans leur développement personnel. Donc, on est là pour les aider à développer des habiletés en lien avec la gestion de leurs émotions, les interactions sociaux, les relations, que ce soit familiales ou des relations à l'extérieur de la famille. On veut surtout prévenir l'isolement. Donc, on voit que de plus en plus, quand c'est difficile pour un jeune de s'adapter, il y a beaucoup plus cet isolement social, le fait de ne pas se sentir, le fait de ne pas pouvoir s'adapter, se sentir aussi, développer ce lien d'appartenance avec la société. Donc, on veut vraiment prévenir tout ce qui est isolement social. On accompagne aussi les parents des enfants de 0 à 18 ans dans solidifier le lien familial. Donc, développer un lien familial qui est quand même solide afin qu'on puisse accompagner l'enfant dans chaque domaine, chaque stade de son développement. Donc, c'est ce qu'on fait avec Par Enfant à travers différents services. On offre du coaching familial. On a un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans, qui est un camp aussi où on travaille ces aspects-là avec les jeunes. On a des programmes sur la gestion des émotions, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, tout ça nous permet d'aboutir à notre mission, qui est vraiment d'accompagner les enfants dans leur développement. Donc, ce soir, on va parler de la santé mentale des enfants et des jeunes. J'aime beaucoup les discussions. Je trouve que ma méthode d'enseignement, c'est beaucoup dans les discussions. Je trouve que j'arrive mieux à expliquer quand il y a des discussions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long aussi. J'ai réservé une période pour la discussion, mais vous pouvez poser vos questions tout le long. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit. Donc, on va voir ce soir des définitions. On va parler de certains facteurs clés. On va avoir 3 niveaux en lien avec la santé mentale des jeunes et on va aussi avoir la période de discussion. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Donc, selon l'OMS, la santé mentale, je vais lire comme c'est écrit, j'ai copié-collé. C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. J'ai lu la définition et je me suis dit, si on se fie à ça, je pense qu'on a tout, on ne rentre pas, il y a personne qui rentre dans cette case de bonne santé mentale. C'est vraiment de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, d'avoir du succès dans son travail, d'être productif, d'être en mesure, en plus de tout ça, d'apporter une contribution de la communauté. Et là, on ne parle même pas de comment gérer sa famille. Il n'y a pas l'aspect familial dans la définition. Donc, j'ai été beaucoup plus dans la santé mentale positive. Je trouve que la santé mentale positive, ça nous parle plus que la santé mentale. On a l'impression que c'est une coche de plus. Donc là, j'ai descendu pour aller un peu plus bas. La santé mentale positive, selon Santé mentale Canada, c'est l'état de bien-être qui nous permet de ressentir, de penser, d'agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc là, on passe de on doit être au top à maintenant on fait des efforts pour s'améliorer dans la façon dont on va ressentir les choses, on va penser, on va agir et tout ça dans le but de pouvoir jouir de la vie, profiter de la vie et relever aussi les défis quotidiens, les imprévus, les urgences qui viennent. Donc, et selon les facteurs qui contribuent à la santé mentale positive, il y en a 4. C'est l'individu. Donc, quand on parle de l'individu, on parle de la personne en tant que telle, sa résilience, sa santé physique, est-ce que la personne pratique des activités physiques? On parle des expériences positives en lien avec l'enfance. On parle aussi de sa capacité d'adaptation. On parle aussi du contrôle, de la violence. Donc, tout ça constitue l'individu. Quand on parle de la famille, on parle de tout ce qui est qualité, rapport des relations familiales. Donc, est-ce qu'il y a des relations, est-ce que le lien dans cette famille est un lien de qualité? Quels sont les rapports familiaux? Est-ce que c'est positif, c'est négatif? On parle du style parental. Donc, quel type de parent je suis pour mon enfant? Est-ce que c'est adéquat, adapté à l'enfant?
On parle de la santé physique et mentale des membres de la famille, donc pas nécessairement l'enfant, mais ça peut être un des parents. On parle de la consommation, est-ce qu'il y a présence de consommation dans la famille? On parle de composition du ménage, 1, 5, 6, 12 enfants. On parle du revenu, car en fonction des revenus, il peut y avoir aussi des manques à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir des besoins de base qui ne sont pas comblés. On voit aussi la communauté qui est un autre niveau. Dans la communauté, on parle de tout ce qui est social, réseau social, l'environnement académique. On parle du quartier. Donc, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes de façon de penser du quartier, de comment les gens sont dans ce quartier. La communauté joue un rôle aussi dans la santé mentale de quelqu'un. Et il y a la société, donc on parle des inégalités, des discriminations, qui fait que des fois, on part un peu en avance ou on peut avoir l'impression de partir en reculant. Donc, ce sont les quatre facteurs qui contribuent, qui influencent la santé mentale positive. Et ce que j'aime avec la santé mentale positive, qu'on ait des diagnostics ou pas, on peut avoir une santé mentale positive. Donc, c'est vraiment comment je fais pour jouir de la vie au quotidien, même si j'ai un diagnostic, même si j'ai des difficultés, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi, mais comment je fais tous les jours pour contribuer à ma santé mentale, c'est ça qui constitue la santé mentale positive. Et en tant que parent, on a deux sphères dans lesquelles on peut plus avoir de l'impact, qui est l'individu et la famille. Donc, tout ce qui est société, communauté, on a moins d'impact là-dessus. On peut aller jouer un peu, mais on a plus d'impact sur la famille et l'individu. Et donc, on va voir comment on peut aller dans la famille, dans l'individu, sur le fait de penser, de ressentir et d'agir. Dans le ressentir, on va parler de tout ce qui est émotion. C'est la partie que j'aime beaucoup. J'ai un dada pour la gestion des émotions. Donc, dans ressentir, on parle de apprendre à l'enfant en tant qu'individu à gérer ses émotions de façon saine, donc de façon qui est socialement adéquate. Donc, savoir reconnaître ses émotions, savoir les signes physiques qui accompagnent les émotions, pouvoir les nommer, apprendre à connaître ses forces et ses défis. Pour avoir une bonne santé mentale, il faut se connaître d'abord. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'affecte? Qu'est-ce qui vient me toucher? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me nuit dans mon quotidien? Que ce soit moi-même, je m'ennuie, que ce soit dans les interactions avec les autres, je dois être capable de l'identifier. Parce qu'on peut se réveiller, on passe des mauvaises journées, mais on ne sait même pas pourquoi on n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas capable d'identifier ce malaise. Être capable de se connaître, c'est être capable de savoir, de connaître, de reconnaître ses malaises, être capable de savoir que ça ne me fait pas bien. Voilà telle situation qui arrive, je ne vais pas bien quand ça arrive. Et voilà les outils que je peux mettre en place pour m'aider à me sentir mieux. Donc, en tant que parent, notre but, c'est apprendre aux enfants à pouvoir apprendre à se connaître. Qui es-tu? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui vient t'attrister? Quelles sont les situations, les choses? Ça peut être aussi dans les interactions avec l'enfant. Il y a des choses que maman ou papa fait, ça va frustrer l'enfant et à chaque fois, ça le frustre. Par exemple, si on prend le cas d'un adolescent, il peut beau vouloir ranger sa chambre, dès que maman ou papa dit va ranger ta chambre, ça peut le frustrer. Donc, ça peut être des choses qui sont simples, mais l'enfant doit être capable de le reconnaître. Quelles sont les choses qui viennent me toucher personnellement, qui viennent me nuire? Être capable de savoir, OK, quand est-ce que je commence à ne pas aller bien? Il y en a qui vont parler plus fort. Il y en a qui vont faire semblant de ne pas avoir entendu la consigne. Donc, chaque personne a une façon de réagir quand on commence à moins bien aller. Et c'est ça que l'enfant doit apprendre à savoir, OK, maintenant, quand je parle plus fort, quand je ne réponds pas, quand j'ai les mines qui sont foncées, c'est parce que je commence à ne pas bien aller. Et qu'est-ce que je vais comme outil pour m'aider à gérer mes émotions? Et donc, du côté de la famille, on parle de développer un climat familial qui est sain. Donc, encore une fois, dans la gestion des émotions. Comment nous, en tant que parents, on va gérer nos émotions et comment on réagit par rapport à l'enfant. Donc, si maman et papa sont des personnes qui sont des gens qui vont réagir de façon forte, de façon brusque, de façon impulsive, il y a de fortes chances que l'enfant fasse la même chose. Si maman et papa, ce sont des gens qui vont crier pour des choses qui sont minimes, ben, ça se peut que l'enfant a juste échappé son assiette et l'enfant se met à crier aussi. Donc, pour nous, c'est un peu que notre situation n'est pas minime parce que pour nous, on a réagi de façon impulsive, mais pour l'enfant, peu importe la situation, l'enfant peut avoir des réactions démesurées parce que l'environnement dans lequel il est peut avoir cet impact-là. Et il y a aussi la communauté, la société qui vient jouer. On l'a pas mis, mais il y a aussi comment ça se passe dans ma classe.
Comment est-ce que les jeunes dans ma classe réagissent? Des fois, ils ont des attitudes, ça ne vient pas de la maison, mais ça peut venir de la classe. Dans la classe, quand il y a quelque chose, il y a un mot que tout le monde dit, mais moi aussi, je dis quand je ne vais pas bien. Donc, tout ça joue dans comment l'enfant va gérer ses émotions, comment l'enfant va réagir. On parle aussi de communication positive. Donc, dans la communication positive, c'est vraiment comment on rentre en interaction avec l'enfant. Est-ce que cet enfant, on va lui parler surtout quand il ne fait pas bien les choses? Est-ce que cet enfant, quand il va bien, il est tranquille, il est assis, personne ne le remarque jusqu'à ce qu'il dérange? Donc, quelles sont les interactions? Est-ce que c'est surtout négatif ou c'est plus positif? On parle de aussi travailler son style parental. Donc, selon le type d'enfant qu'on a, et on doit être un type de parent. Par exemple, pour un enfant qui est du type, un enfant qui a toujours besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on approuve ce qu'il fait, qu'on soit avec lui, on ne peut pas être ce parent qui est sec et qui essaie toujours de courir après l'enfant et de le précipiter. Pour un enfant qui a plus un caractère, qui est leader, on ne peut pas non plus être toujours en confrontation. Donc, le style parental qu'on a va avoir un impact dans comment l'enfant va ressentir et vivre ses émotions. Et ça va contribuer à son bien-être mental. Donc, je sais qu'il y a cette illustration que j'aime beaucoup par rapport à la gestion des émotions, c'est que jouer aux émotions, ce n'est pas comme jouer au tennis, c'est comme jouer au baseball. Quand on joue au tennis, on attend la balle et on frappe en retour. On nous envoie la balle, on renvoie la balle. Tandis que quand c'est le baseball, tu dois prendre la balle et tu dois réfléchir à ce que tu dois faire avec cette balle. Donc, c'est la même chose pour la gestion des émotions. Une situation s'est passée, je ressens un malaise. Ce malaise-là, qu'est-ce que je fais avec? Si on ne sait pas quoi faire avec, on blesse aussi en retour. C'est pourquoi des fois, on va dire une phrase à un enfant et l'enfant va nous dire une phrase qui est deux fois plus dure, mais on a juste donné une consigne à l'enfant et l'enfant va donner une phrase qui est blessante. Parce que cet enfant a vécu un malaise, mais ne sait pas quoi faire avec ce malaise-là. Donc, en tant que parent, on doit être le modèle de la gestion des émotions, savoir nous comment on gère nos émotions. Est-ce qu'on a des émotions? Il y a des parents aussi que des fois, les enfants ne savent pas si le parent a des émotions ou pas parce qu'on est toujours calme, on est toujours énervé. On ne va pas montrer à l'enfant qu'il y a telle situation qui m'a dérangé, voilà comment je réagis. C'est soit on est toujours d'accord, il n'y a pas de problème, soit on est toujours frustré, peu importe ce que l'enfant fait. Donc, l'enfant doit avoir ce modèle dans la famille de comment nous, on apprend à gérer nos frustrations, comment on apprend à gérer notre tristesse et même la joie. C'est tellement bizarre à dire, mais même la joie, faut apprendre à gérer la joie. Un enfant qui est trop content peut se mettre à sauter partout, finalement, il finit avec une conséquence. Donc, même quand je suis content, comment je fais? Comment je me comporte quand je suis content? Quand je suis triste, qu'est-ce que je fais pour ne pas que l'enfant pense que quand je suis blessé, je dois blesser à mon tour? Quand on ne sait pas comment gérer nos émotions, quand on est blessé, on blesse. Et on blesse deux fois plus. Papa m'a dit quelque chose, je ne suis pas content, alors je me mets à crier et je me mets à tout frapper, à tout casser parce que je ne suis pas content. Donc, la gestion des émotions est très importante dans le ressentir. Donc, comment on va avoir une santé mentale positive. Il y a aussi prendre soin de sa santé mentale en tant que parent. Et quand on parle de prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas aller au spa, aller à Cuba, et tout ça. Ça peut être juste d'aller prendre une marche. Juste d'avoir un 5 minutes d'aller prendre une marche. On sait que à chaque fois qu'ils reviennent de l'école, c'est la période la plus difficile. Avant qu'ils reviennent, on prend une marche. On met une musique pendant 5 minutes. On fait la tournée des maisons du quartier avant de revenir. Donc, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous fait du bien et qui nous donne une pause. Ça peut être se lever 5 minutes plus tôt juste pour respirer le calme de la maison avant que les enfants se réveillent. Ou le soir après le coucher, juste prendre un 5 minutes. Des fois, ça peut être un bain, juste un bain, mais parce que c'est le temps où tu es tout seul, c'est le temps qui est calme, c'est le temps où tu es centré sur toi-même. Donc, quand on prend le temps pour nous, non seulement on gère nos émotions, mais on apprend aussi à l'enfant, quand tu ne vas pas bien, tu dois prendre un temps pour toi. C'est à toi de le faire. Moi, quand je ne vais pas bien, je prends un temps pour moi. Et maintenant, toi aussi, c'est à toi de le faire quand tu ne vas pas bien. Et des fois, ça peut être un temps aussi où on va dans notre chambre, on ferme la porte, on laisse l'enfant au salon pour lui dire, là, papa a besoin d'une pause, maman a besoin d'une pause. Mais c'est apprendre à l'enfant encore une fois que quand je vais pas bien, moi, je me recule et je prends soin de moi, donc toi aussi. Ça contribue à notre santé mentale parce qu'autant qu'on va moins bien, c'est autant qu'on déverse nos émotions sur l'enfant et c'est autant que l'enfant réagit
et ça joue au tennis à la maison. Donc, on fait juste lancer des balles. Il y a personne qui rattrape des balles où on est toujours dans une ambiance qui est négative, qui est malsaine et que personne n'est bien là-dedans. Donc, on va dans le ressentir. Dans le penser, c'est vraiment de développer des bonnes habitudes de vie. Bizarrement, le sommeil a un lien avec notre façon de penser. Des fois, on a l'impression que on n'arrive pas à penser juste parce qu'on est fatigué. Des fois, on n'arrive pas à penser positivement parce qu'on est fatigué. Des fois, on n'arrive pas à faire les bonnes choses. Nos pensées ne vont pas dans le même sens que nous parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on a faim. Donc, c'est d'avoir une bonne routine de vie dans le sommeil, dans l'alimentation, les temps d'écran. Je sais que les temps d'écran, c'est très problématique. Puis les temps d'écran, moi, je ne suis pas, j'irai pas dans toutes les théories de temps d'écran, nombre d'heures et tout. C'est vraiment de faire en sorte que l'enfant puisse avoir un temps calme avant les études, avant tout ce qui est routine stressant. Si le coucher est déjà stressant à la maison et qu'on met un temps d'écran juste avant le coucher, la routine sera encore plus stressante. Si le temps de devoir est un temps que c'est l'enfer, on n'arrive pas à le faire et qu'on met l'écran avant, ce sera encore plus l'enfer. Car il n'y a personne, même nous en tant qu'adultes, tu me dis, donne-moi ton téléphone, va faire des devoirs. Je vais dire, oh, youpi, c'est le devoir. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais aller dormir, youpi. Il n'y a personne qui va laisser ça, ce confort-là pour aller faire la routine. Donc, c'est vraiment d'aller en fonction de la famille. Essayer de limiter les temps d'écran, surtout dans des moments où c'est déjà problématique, où c'est déjà difficile. Et des fois, on a l'impression que quand on donne l'écran, on évite la crise parce qu'on lui a donné quelque chose en attendant, mais on ne fait que retarder la crise. Et tout ce qui retarde explose de façon plus explosive. Donc, la crise qui aurait duré 5 minutes va durer 10 minutes parce que l'enfant était dans un confort de l'écran et d'un coup, on lui enlève l'écran. Donc, c'est vraiment de gérer le temps d'écran en fonction de la réalité familiale, aller dans des moments où tu as le temps aussi de négocier pour l'écran. Si tu veux qu'il dort à 21 heures, mais que tu demandes de fermer l'écran à 21h30, ça se peut qu'il dort à 22 heures finalement. Donc, vas-y dans des moments où tu as le temps de négocier. Un samedi, tu as toute la journée pour négocier. Versus la semaine où l'enfant a 1 heure pour dormir, 1 heure pour se réveiller, c'est plus, il y a une routine qui est plus stricte. Donc, vas-y en fonction de la famille, de la dynamique familiale. Il y a aussi, dans la façon de penser, c'est apprendre à pratiquer la visualisation et la gratitude. Donc, ça peut être une routine qu'on développe où on prend ce temps-là d'apprendre à l'enfant de voir les choses positives qui l'entourent, les choses positives qu'il a dans sa vie, soit dans ses forces à lui, soit dans son environnement, soit dans des avantages qu'il a, des choses qu'il n'avait pas, mais que maintenant qu'il a. Donc, c'est de l'amener à penser positive, à voir les choses de façon positive et non toujours de façon négative, à pouvoir se voir aussi au-delà de la situation actuelle, au-delà de ce qu'il vit, au-delà de son stress, au-delà de son anxiété, apprendre à voir plus loin que ça. Et dans la famille, pour penser, il y a le fait de maximiser l'interaction positive. Donc, tout ce qui est, on rentre en contact avec l'enfant parce que on a juste envie de passer du temps avec lui, parce qu'on a juste envie de dire son nom. Il ne doit pas toujours entendre son nom complet seulement quand il fait quelque chose qui n'est pas bien. Des fois, c'est juste de dire son nom complet parce qu'on lui a donné ce nom, parce qu'on est fier de ce nom, parce qu'il y a un pourquoi on a donné ce nom. Ce n'était pas pour l'associer à du négatif qu'on a donné ce nom. Donc, l'enfant doit entendre son nom aussi quand c'est positif, quand il fait quelque chose de bien. Il doit avoir cette relation où ce n'est pas seulement quand je fais quelque chose que je me fais chicaner, mais j'ai de l'attention qui est positive. C'est aussi d'arrêter l'autodérision et développer plus de l'autocompassion. Tu sais que ça devient comme dans notre langage de plus en plus, ça devient dans notre langage de plus en plus de dire des choses sur nous-mêmes. Par exemple, on va faire une erreur puis on va dire, oh, oh, que je suis con, oh, que je suis... C'est des phrases qu'on se dit, mais c'est parce qu'on n'a pas de l'autocompassion pour nous, parce qu'on n'aurait pas accepté que notre enfant le dise. Mais nous, on le dit, mais l'enfant l'entend. Maman a fait une erreur, puis maman dit, oh, que je suis conne, oh, j'aurais pas dû, oh, que je suis con, oh. Et là, l'enfant l'entend, et c'est ça que l'enfant va se répéter. J'ai une mauvaise note, et il va dire, oh, que je suis con. Et là, on va dire, mais non, tu peux pas dire ça, c'est parce que nous, on le fait nous-mêmes. Donc, encore une fois, on est dans donner l'exemple, d'essayer le plus possible d'être dans une façon, un système de pensée qui est positive. Donc, on a plus de la compassion, on prend le temps de voir la situation, on prend le temps d'accepter que oui, on va se tromper. Ce n'est pas pour autant que qu'on est imbécile, qu'on est con. Ce n'est pas pour autant que qu'on a tous ces caractéristiques-là. On s'est juste trompé et après on se rattrape.
Donc, tout ce qui est familial, individuel, on apprend l'enfant aussi à le faire parce que dans la famille, c'est ce qu'on pratique. Et ensuite, on a agir. Donc, agir, c'est vraiment apprendre à avoir le contrôle de ses actions. Donc, c'est développer un cercle positif, apprendre à s'amuser et être bien. Donc, c'est vraiment comment je me comporte dans le quotidien, comment je me comporte soit avec mes amis, soit à la maison, et de toujours rappeler d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Peu importe, ça peut être comment ça peut être difficile, tu vas dans une compétition, l'important c'est que tu t'amuses. L'important c'est que toi tu sois bien dans tout ça. L'important c'est que tu apprends à développer ce côté positif-là, à contrôler tes actions. Ce n'est pas parce que tu es fâché, encore une fois, que tu peux tout casser. Il y a une autre façon de gérer tes émotions. Ce n'est pas parce que tu es content que tu peux te mettre à sauter partout parce que tu es content. Il y a une façon d'agir. Et aussi, nous, en tant que parents, on donne l'exemple dans les choix positifs. On essaie de faire le plus que possible des choix qui sont avantageux pour la famille. Donc, on est dans comment nous, on agit en tant que parents. Et des fois, ça peut sembler être personnel à nous. Par exemple, la consommation, ça peut sembler personnel, mais il y a quand même un impact qui se fait sur la famille. Donc, on essaie le plus que possible de penser à la famille. Quel est l'impact sur la famille? Quelles sont les conséquences sur la famille? Et on essaie il y a des choses qu'on fait seulement quand l'enfant n'est pas là. Et c'est correct aussi. Parce qu'on sait que si l'enfant est là, ça aura un impact négatif sur la famille. On essaie le plus que possible d'aller dans l'avantage de la famille. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Donc là, je vais voir s'il y a des questions. Je vais me risquer, alors qu'Eliott va sûrement me couper la parole. Euh, Quand on parlait c'est vraiment intéressant qu'on parle là je pense que c'est la slide avant, de communication positive. Euh, on parle dans le fond, un peu l'état un peu le positivisme, adopter les choses avec un certain positivisme. Est-ce qu'on parle aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent, parler au positif, justement. Donc, au lieu de dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, de dire en fait, de reformuler un petit peu à la positive. Est-ce que c'est un petit peu dans ce vent d'idée-là un peu? Oui et non. Ben, en fait, les consignes, on va les formuler dans le positif parce que notre cerveau retient l'information qu'on lui donne. Donc, si je dis à mon cerveau ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, mon cerveau, il retient et il n'est pas capable d'aller voir au-delà de ce ne pas. Donc, si par exemple, je veux être focus, je ne dois pas répéter à moi-même soit focus, soit focus, soit focus, soit focus. Je dois me dire exactement ce que je dois faire pour être focus. Donc, le cerveau, il reçoit des commandes. Donc, si on veut qu'un enfant arrête de faire quelque chose, on doit lui dire ce qu'il doit faire. Comme ça, son cerveau va recevoir la commande de ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, si on veut que cet enfant puisse gérer ses émotions, on peut pas lui dire, ben, gère tes émotions, arrête de pleurer, arrête de pleurer à l'école, mais arrête de chercher le trouble. On n'est pas en train de lui dire quoi faire. Donc, son cerveau, il entend arrête de chercher le trouble et il veut arrêter de chercher le trouble, mais il n'a pas l'information qui vient de comment je dois faire exactement. Donc, ça, c'est pour ça qu'on donne les consignes positives parce qu'on dit à l'enfant et on dit à son cerveau exactement ce qu'il faut faire. Donc, on dit à son cerveau, marche avec les ciseaux, marche dans les escaliers, marche. Donc, son cerveau reçoit marche et son cerveau obéit à la commande qu'il a reçue. Donc, c'est pour ça qu'on donne les consignes positives. Quand on parle de pensée positive, c'est pour éviter d'être dans la négativité de c'est toujours moi que ça arrive. J'ai jamais les autres, on chicane jamais les autres. C'est toujours moi. Personne ne m'aime, personne ne veut jouer avec moi. C'est pour éviter que l'enfant développe ce côté négatif qui fait qu'il va se mettre à part, il va aller dans l'isolement social où l'enfant va toujours être dans un mal-être parce qu'il est toujours dans la négativité de c'est moi. C'est moi la faute. C'est moi qu'on n'aime pas. C'est toujours moi qu'on chicane. Je ne suis jamais, je ne suis. Donc, l'enfant est tellement dans la négativité que l'enfant n'arrive pas à voir que, ben, il y a quelque chose qui s'est passé avant que tu aies eu la conséquence. Donc, l'enfant sera toujours dans le noir et ce sera toujours la faute des autres autour. Lui, il n'y a rien à changer, il n'a rien à modifier. C'est toujours les autres autour qui n'agissent pas de la bonne façon. Et quelqu'un qui est toujours dans la négativité, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, apprendre à penser positif, c'est apprendre à ce que l'enfant puisse voir le positif qui est autour, même dans le négatif.
Donc, c'est d'apprendre à ce que l'enfant puisse se dire, j'ai quand même des bonnes choses en moi. J'ai quand même des forces. Même si j'ai beaucoup de défis, mais j'ai des forces aussi. Même si j'ai des manques, mais j'ai aussi des choses. Je ne manque pas de rien. Je ne suis pas dans la rue. J'ai quand même un toit. Même si je partage ma chambre avec mes frères et sœurs, mais j'ai quand même un toit où j'habite. C'est de montrer à l'enfant de voir, donc même dans les choses qui sont difficiles, qu'il y a aussi du positif, en fait, d'amener l'enfant à ne pas s'écrouler sous le stress, l'anxiété, la pression, mais être capable de dire, tu sais quoi, même si j'ai échoué mon examen, mais j'ai donné tout ce que je pouvais. Puis on passe à d'autres choses. Parce que sinon, l'enfant va rester dans le négatif de, oh, mais c'est là qu'on n'a plus de compassion pour nous-mêmes. Oh, j'aurais dû, mais c'est parce que je suis trop imbécile. C'est pour ça que j'ai une mauvaise note. Puis j'aurais dû, et ça ne finit jamais. Fait que cet enfant se sent toujours coupable de tout et l'enfant ne vit pas. L'enfant est toujours en mode survie et ça ne fait que augmenter et l'enfant ne sera jamais bien. Et nous, en tant que parents, ça nous épuise aussi. Ça nous épuise de pouvoir toujours rassurer l'enfant de, mais non, c'est correct, mais non. Ça devient épuisant à chaque fois de dire, mais non, c'est pas de ta faute. Ça devient épuisant de le faire tous les jours. Donc, apprendre à l'enfant à penser positive fait que cet enfant va le faire par lui-même. Il va finir par le développer. Oui, il va se plaindre, mais il va finir par conclure, tu sais quoi, ben, c'est pas grave, la vie continue. Donc, ça va développer aussi sa résilience. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour ma part, merci, c'est très clair depuis le début de ta présentation. Merci. Je vous ai dit au début, j'enseigne mieux quand il y a des questions. Donc, j'aime mieux quand ce soit interactif au lieu que ce soit moi qui parle tout le long. Donc, vous pouvez poser des questions par rapport à la gestion des émotions, comment on fait, comment on développe, donc que ce soit général ou dans votre famille. C'est quoi, j'ai une question en fait là, que tu abordes ça. J'ai travaillé longtemps avec des adultes, des hommes, tu sais, mais j'ai principalement travaillé avec des adultes. Ce serait quoi la différence d'intervention selon toi envers intervenir auprès d'adultes, de pères pour nous et travailler auprès d'enfants? C'est 50 fois plus facile avec les enfants. Bon, en fait, les enfants, ils grandissent. Donc, les enfants, on est là pour les donner plein de choses qu'ils n'ont pas encore. Tandis qu'avec des parents, c'est qu'on défait des choses qui sont mal encodées souvent. Donc, les parents ont déjà une façon de faire. Ils ont déjà une éducation. Ils ont déjà été élevés. Ils ont des blessures. Ils ont tout un bagage. Et nous, on doit aller défaire certaines choses, aller décoder. Et des fois, ils tiennent à ces choses-là qu'on veut défaire. Donc, des choses qu'ils ont vécues dans leur éducation familiale, qu'ils ont été durs, qu'ils ont trouvé durs quand ils étaient enfants. Mais maintenant qu'ils sont grands, ils se disent, mais je ne suis pas mort, alors je peux le répéter. Donc, ces choses-là sont dures à défaire parce faut le comprendre, faut l'expliquer, il faut aller travailler dans la perception du parent. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut l'enlever? Qu'est-ce que tu peux remplacer, même si ça ne te donnera pas le même résultat, mais voilà. Donc, c'est beaucoup de défaire ce bagage-là qui est encodé des fois pendant plusieurs générations avec le temps, qui s'est soudé avec le temps, versus un enfant qui arrive et tout ce qu'il veut, cet enfant, c'est d'avoir un lien, de sentir que, oh, cette personne est là pour moi, alors elle est là pour m'aider, je vais le suivre. Donc, c'est plus facile à ce niveau-là parce qu'on ne fait pas la même chose. Avec l'enfant, on donne, avec le parent, on défait avant même de pouvoir donner. Il y a une question dans le chat. Oui. Comment bien adapter ton style de parenting auprès de son enfant selon son groupe d'âge? Plus, plus coach, conseil, plus amical, etc. Donc, en tant que parent, on a différents types de chapeaux. On est l'ami, on est le conseiller, on est celui qui donne les conséquences. On est le pas gentil, on est le gentil. On a différents types de chapeaux. Et le chapeau qu'on va adopter aura un impact selon la situation. C'est sûr qu'on ne peut pas être 100% ami avec notre enfant. On ne peut pas être non plus 100% parent de la personne qui est stricte. Donc, on s'ajuste en fonction du quotidien, on s'ajuste en fonction du temps. On doit apprendre à jouer tous les rôles. Il y a des moments où je vais coacher mon enfant par rapport à la vie. Il y a des moments où il y a des choses qui seront plus obligatoires pour la famille. Je vais essayer de donner des exemples concrets.
Par exemple, on va coacher un enfant, par exemple, OK, un enfant qui arrive à 12 ans, qui est dans l'adolescence, qui vit sa première peine d'amour. En tant que parent, on a plus un rôle de coach pour parler de la vie, pour parler des relations, pour parler des émotions, pour parler de comment se protéger. Donc, on est plus dans du coaching pour essayer d'expliquer à l'enfant versus un enfant de 12 ans qui nous dit, je ne veux plus aller à l'école. Là, on n'est plus dans le coach. On est dans l'école est obligatoire. Donc, ça dépend de la situation qui va arriver. On va porter différents types de chapeaux. Mais dans l'adolescence, il faut toujours, ben, tout le long, je sais que c'est plus facile à faire pendant l'adolescence, mais il faut qu'on considère toujours l'enfant comme une personne à part entière. Une personne qui a besoin d'entendre, de comprendre et d'agir. C'est facile de forcer un enfant de 5 ans à faire quelque chose versus un enfant de 12 ans qui ne voudra pas le faire. Mais quand l'enfant comprend qu'il a 5 ou 12 ans, ce sera plus facile pour lui de le faire. Donc, notre but tout le long, c'est que l'enfant puisse comprendre ce qui est dit, puisse comprendre le pourquoi cette règle s'applique. Et ça se peut que même à 16 ans, 18 ans, il y a des choses qu'il ne va pas accepter. Mais on s'est assuré qu'il a compris le pourquoi de la consigne. Donc, on est beaucoup là pour expliquer à l'enfant de je comprends ce que tu veux faire. Cependant, voilà comment ça va se passer. Je comprends ce que tu vis, mais voilà comment ça fonctionne. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas parce que je comprends que je vais tolérer. Je comprends. Je sais que tu n'es pas d'accord, je sais que tu es fâché. Cependant, c'est non. Moi, je ne tolère pas ça. Donc, des fois, on doit prendre position et vraiment se dire non, ça ne se fait pas. Des fois, on peut en discuter, on peut en parler. Ça va vraiment d'une situation à l'autre, mais il faut savoir en tant que parent enlever un chapeau et mettre un autre chapeau, enlever une casquette et mettre une autre casquette. Il y a des choses que l'enfant fait, on ne peut pas, tu sais, par exemple, si on a un enfant de 12 ans et que finalement on voit que l'enfant est rendu sur un site pour adultes, que l'enfant n'est pas supposé, on ne peut pas juste donner une conséquence à cet enfant. Il faut prendre le temps de lui expliquer le pourquoi. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce qui s'est... Donc, on prend le temps de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Il y a d'autres moments où il y a des choses, on va plus aller selon comment l'enfant va réagir. On est beaucoup direct. Je sais pas si c'est clair. Je sais que mon explication a l'air de tourner en rond en ce moment. Mais je sais pas si c'est clair. Dis-moi si c'est clair. OK, c'est bon. Tu m'as dit c'est bon, c'est ça. Donc, peu importe le stade du développement de l'enfant, on a toujours différents chapeaux à porter. On a dit toujours différents casquettes. Il y a des journées où on va s'amuser avec lui. Mais ce n'est pas parce que je m'amuse avec toi que là, tu peux me dire ce que tu veux. Ce n'est pas parce que je m'amuse avec toi que maintenant tu peux me mettre à crier dessus. Donc, il y a toujours ce respect-là. Et l'enfant va mieux respecter ses parents quand il a appris à jouer avec eux. Même si tu joues avec ton enfant, ça n'enlève pas ton autorité. Tu peux jouer avec l'enfant et l'enfant arrive à voir que, oh, maman n'est pas juste là pour me donner des consignes, papa n'est pas juste là pour me punir, papa aussi peut jouer avec moi. Donc, autant qu'on enlève les chapeaux, on en met, c'est autant que le lien avec l'enfant se solidifie parce que l'enfant sait que si j'ai un problème, je peux faire appel au coach. Je sais qu'il y a des parents avec lesquels je travaille et leurs enfants vont leur dire, OK, maman, là, j'ai pas besoin de celui qui fait la morale, là, j'ai besoin de la maman coach. Donc, ils savent que les parents peuvent jouer ce rôle-là aussi. Donc, des fois, ils vont venir voir ce coach-là parce qu'ils ont besoin de conseils. D'autres fois, ils vont venir voir l'ami. D'autres fois, ils vont juste venir et puis on va adopter l'attitude de maman. Donc, ça dépend des situations vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Donc, quand on parle de santé mentale, on est vraiment dans faire tout ce qu'on peut, faire de son mieux dans le but que nous, on soit bien, que ce soit nous, que ce soit nos enfants. C'est d'être capable aussi de voir quand l'enfant va moins bien. On a dit qu'il faut que l'enfant se connaisse, mais il faut que nous, en tant que parents, on connaisse nos enfants afin de voir aussi quand est-ce qu'ils vont moins bien. Des fois, ils vont pas nécessairement le dire, mais dans leur façon d'agir, on va savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On va savoir que l'enfant vit quelque chose qui ne va pas nécessairement parler, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand on connaît nos enfants, on peut prendre le temps avec eux de voir, d'explorer qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te sens. On peut prendre ce temps-là pour les accompagner, leur permettre de vivre les émotions, leur permettre d'attraper leur balle, d'attendre et de savoir quoi faire avec la balle. Donc, on ne va pas courir après eux pour dire, OK, t'as fini de pleurer, c'est bon, passe à d'autres choses. On va prendre le temps d'écouter puis d'expliquer que oui, j'ai compris. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape? On est en mode solution, mais on va quand même le laisser le temps
de gérer, d'attraper ses émotions et ensuite de savoir qu'est-ce que je fais avec cette émotion-là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses, Sabine, que tu voulais que je rajoute? Ou c'est bon. Je ne sais plus combien de minutes. Il te reste du temps. Il te reste encore du temps. Ah, wow, OK, OK. Moi, j'ai mis partie discussion parce que je me suis dit, les parents vont poser plein de questions. Donc, je suis rendue dans la discussion. Ça signifie que vous n'avez pas le choix de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'en ai une, peut-être au niveau de l'intervention ou de l'approche. Ce serait quoi, selon toi, les plus grandes différences entre intervenir auprès d'adultes et intervenir auprès d'enfants? Je sais que tu en as parlé tantôt, mais peut-être plus en détail, là, comment est-ce que tu adaptes, toi, ton discours? Comment tu fais pour intervenir auprès des enfants versus quand tu es un adulte? Ouais. Je pense que je me suis assise pour réfléchir à cette question. Je crois que c'est quelque chose qui est plus naturel chez moi. Avec les enfants, je suis beaucoup, ben, en fait, avec les deux, ok, avec les deux, parents ou enfants, adultes ou enfants, je suis beaucoup dans créer d'abord un lien. Et l'approche que je fais dans les deux cas, c'est que je considère chaque personne comme quelqu'un. J'ai un langage qui est généralisé, que tu as 2 ans, 3, 4, 5, 6, mais 30 ans. Je te parle comme un être humain. Donc, je n'aime pas utiliser un langage d'enfant de OK, mais là, tu sais, moi, je parlais vraiment dans voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait. Je suis toujours dans l'approche de réflexion avec un enfant. Donc, peu importe. OK, maintenant, tu as frappé ton ami. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu lui as donné un coup? Pourquoi tu as choisi de lui donner un coup? Donc, je suis beaucoup dans l'approche de, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, j'ai cette approche-là avec les enfants, j'ai cette approche aussi avec les adultes. Donc, pourquoi est-ce que cet enfant te dérange à ce point-là? Qu'est-ce qui te dérange dans son attitude? Qu'est-ce qui fait que quand cet enfant est dans la maison, tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer du temps de qualité avec l'enfant? Donc, la première chose que je fais, c'est d'aller faire en sorte que la personne elle-même puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce que je ressens et pourquoi est-ce que j'ai cette attitude ou j'ai cette réaction? Ensuite, je vais plus dans le mode de maintenant, je te propose des choses que moi je pense. Voilà comment moi je vois la situation. Donc, je ne suis pas dans l'approche où je te dis quoi faire, mais je t'explique moi comment je le vois la situation et ce que je pense qui serait mieux. Donc, c'est sûr qu'avec les mots utilisés vont différer de l'âge à l'autre, mais l'approche reste pareille de je vais d'abord donc te poser la question pour savoir comment toi tu le vis la situation, comment toi tu le comprends, pourquoi est-ce que ça te dérange ou tu as choisi telle façon de faire. Et maintenant, je te dis comment moi je pense, comment je le vois et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est la même chose avec les enfants. Mon approche est ça aussi. Par exemple, j'essaie de trouver un exemple concret. Par exemple, j'ai un enfant où on a été au camp de jour et puis qui s'est mis à courir dans la rue parce qu'il n'a pas écouté une consigne. Donc, la monitrice qui court après elle dans la rue, qui m'appelle pour que j'aille la chercher. Et là, de dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma première question de qu'est-ce qui s'est passé? OK, mais j'étais pas contente. D'accord, donc tu t'es mis à courir dans la rue. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Pourquoi tu cours dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux faire si tu n'es pas content? Donc, je suis beaucoup dans l'approche de toi, tu réfléchis à ce qui s'est passé et non moi, je vais réfléchir à ta place. Et adulte aussi, par exemple, quand j'arrive dans une famille pour faire une intervention, c'est vraiment de comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui dérange le parent. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui vient te chercher et pourquoi? Donc, ça amène le parent à réfléchir. Des fois, c'est parce que moi, je n'ai jamais eu le droit de faire ça quand j'étais enfant, donc ça me dérange. Des fois, c'est parce que ben, finalement, je ne sais pas comment le gérer, alors je n'aime pas quand ça arrive parce que je me sens dépourvue, je n'ai pas d'outils pour le gérer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que j'ai compris comment toi, tu as vu la situation. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, merci, ça répond à la question. Au fond, tu ouvres la discussion, puis tu te les fais discuter, puis tu vois un peu leur idée de la situation pour ensuite, des fois, peut-être la déconstruire ou essayer de comprendre. Ouais, ça répond, merci. Ouais, ouais, exact. Je suis toujours dans l'approche de je te considère comme une personne qui a pris le temps de penser et qui a agi. Donc, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé dans ta tête. Puis des fois, avec des enfants, je vais même leur donner des feuilles pour m'expliquer ce qui s'est passé dans ton cerveau. Puis je vais faire avec des ados aussi. Par exemple, des ados, il y a beaucoup d'absentéistes de dire, OK, mais tu as été à l'école, mais tu n'es pas rentré dans la classe. Donc, explique-moi ce qui s'est passé dans ta tête du début, quand tu t'es réveillé le matin jusqu'à ce que tu t'es rendu à l'école. Donc, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là
Et je pense que c'est là aussi que je peux mieux l'accompagner parce que j'ai compris, OK, donc c'est parce que tu n'as pas voulu du tout aller à l'école, mais tu étais obligé. Donc, tu t'es rendu, mais tu n'as pas été en classe parce que là, tu n'es pas obligé d'aller en classe. Donc, ça me permet de comprendre et c'est là que je peux mieux donner les outils qui sont adaptés parce que j'ai compris la façon de penser. Moi, j'aurais une question. Oui. Au niveau de, tu sais, des fois, les mamans ont une approche, les papas vont avoir peut-être une approche. Quel conseil qu'on donnerait au papa au niveau euh, dans ta connaissance à toi, au niveau d'accompagner son enfant qui vit de l'anxiété, par exemple? Quel serait son rôle ou bien comment plus l'approcher, pas approcher cet enfant-là, mais d'avoir cet accompagnement-là en tant que papa? Euh, est-ce que tu as, je ne sais pas, dans ta pratique, est-ce que tu as pu avoir l'aperçu du père? Parce que souvent, quand on va avoir une éducatrice spécialisée dans tous les domaines de la santé, là, souvent la maman qui est de l'avant, mais dans le contexte que tu as eu peut-être des papas, quel conseil que tu donnerais vraiment pour accompagner, mettons, un enfant qui vivrait euh, une profonde anxiété, puis juste rapidement mettre en contexte, comme chez Repère, on a beaucoup de papas qui sont séparés, par exemple, ou qui sont en instance de divorce. Et les enfants vivent des fois des anxiétés. Alors, quel conseil tu donnerais pour que ce papa-là puisse accompagner l'enfant pendant tout ce processus-là? Je dirais, c'est vraiment de rentrer dans sa tête, comme je l'ai dit plus tôt. C'est vraiment de comprendre l'enfant et non d'essayer que l'enfant te comprenne en tant que parent. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, en tant qu'adulte, on a acquis beaucoup de choses qui fait que maintenant, on est mature, qui fait que maintenant, il y a des choses qu'on n'apprend pas de la même façon. Mais l'enfant grandit. Il n'a pas cette expérience-là. Donc, il faut toujours les voir comme ces enfants, ces gens qui n'ont pas l'expérience que nous, on a. L'avantage qu'on a, c'est l'expérience. Eux, ils n'ont pas encore cet avantage-là. Donc, c'est d'aller comprendre ce qu'il vit et tu dois toujours te dire, si cette chose paraît aussi gros pour lui, c'est parce que c'est comme ça qu'il le voit lui. Souvent, on a tendance à minimiser les émotions des autres en se disant, ben moi, j'aurais pas réagi comme ça, ou de dire, ben là, c'est pas gros. Donc, si la personne réagit de cette façon, c'est comme ça qu'elle le vit. Donc, la réaction de l'enfant te permet de voir comment est-ce que l'enfant voit la situation. Donc, c'est d'abord d'essayer de comprendre l'enfant et non de faire en sorte que l'enfant descend vers nous. Puis je sais que les hommes sont beaucoup plus dans tout ce qui est logique, rationalisé, de t'as vécu telle chose, ok, c'est bon, ok, on avance, ok, on a fini, puis il y a pire que ça. T'sais. On n'est pas dans le dramatique de je pleure parce que l'ami veut pas jouer avec moi. Ok, ben trouve un autre ami. T'sais. On est vraiment en mode solution de on avance, la vie ne s'arrête pas. Sauf que si, par exemple, ton enfant de 5 ans pleure parce que l'autre veut pas jouer avec lui, c'est d'essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que tu pleures parce que l'autre veut pas jouer avec toi? Ben, parce que c'était ma meilleure amie. D'accord. Des fois, c'est parce qu'à chaque fois que je veux jouer avec quelqu'un, personne ne veut. Donc, des fois, c'est parce que l'enfant a vécu quelque chose qui l'a fait sentir rejeté. Des fois, c'est parce que l'enfant tenait à cette personne-là. C'est vraiment la personne qui voulait jouer avec, même si tu proposes tout le monde, il veut pas les autres, il voulait cette personne-là. Donc, le fait de le comprendre va permettre de donner des solutions qui sont plus adaptées parce qu'on a compris. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que tu pleures, pourquoi est-ce que tu agis de cette façon pour quelque chose que moi, je trouve minime. Parce que quand on regarde du point de vue des enfants, tout pour nous est minime. Nous, on a des factures à payer, on doit travailler tout le temps. On n'a pas de vacances d'été de 3 mois, tu dors. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Donc, nous, pour nous, tout ce qui... Les réactions, c'est par rapport aux choses qui sont grosses. Mais un enfant de 3 ans, ce qui est gros pour lui, c'est le fait que l'autre m'a dit non, il veut pas jouer avec moi. C'est ça qui est gros pour lui. Il n'a pas encore de facture. Donc, des fois, c'est de voir nous, les grosses choses pour nous versus les choses pour eux, puis de voir, ah, c'est la même chose. Nous, on pleure parce qu'on ne sait pas comment payer notre facture. Lui, il pleure parce qu'il n'a pas eu le chocolat. Pour lui, c'est ça la facture pour lui. Tu sais, puis nous, on peut trouver c'est minime, mais pour lui, c'est ça. Il n'a pas encore de facture, mais il a des émotions qu'il vit. Donc, quand on le comprend et on va aller valider avec lui ce qui se passe, on est capable de mieux l'aider dans sa situation. Donc, c'est toujours de descendre vers lui pour le comprendre et le ramener plus loin. On ne peut pas rester à notre niveau et demander qu'il vienne nous voir. Il n'a pas compris. Il y a un trop grand écart entre nous et lui. Donc, c'est à nous de se baisser à son niveau pour comprendre, OK, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, donc tu vois de telle façon. Puis des fois, de dire, dessine-moi ce qui se passe. Puis des fois, c'est d'être à l'aise de dire, moi, je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Mais je me dis que si tu pleures, c'est parce que ça te fait mal. Alors explique-moi.
Tu sais, des fois, c'est d'être à l'aise de dire, je ne comprends pas. Moi, j'ai juste vu quelqu'un qui a dit non. Moi, pour moi, c'est pas grave. Pourquoi toi, tu pleures? Et quand l'enfant nous dit, là, on peut mieux l'aider. C'est là on peut dire, OK, je comprends, tu tenais à cette personne. Mais dans la vie, c'est là on fait la leçon de la vie pour dire, dans la vie, ça arrive qu'il y a des gens à qui on tient, mais qui ne veulent pas. On peut pas forcer les gens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, tu peux pleurer, mais tu peux passer à d'autres choses. Voilà les solutions qu'on a. Mais on a pris le temps de dire à l'enfant, j'ai compris. Et c'est ça souvent qu'on manque. C'est que cette personne qui nous dit, je t'ai vu et j'ai compris. Donc, en tant que parent, on doit toujours l'approche de je t'ai vu et j'ai compris. Parce que sinon, ils vont nous dire, mais tu comprends rien, tu comprends jamais rien, mais tu me dis toujours de faire ça, tu comprends rien. Ils vont nous dire, on comprend rien. Donc, le but, c'est vraiment de les comprendre, c'est d'aller à leur niveau, même si des fois, ça nous demande de respirer, on respire, puis on dit, OK, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et après, on pourra proposer la solution quand même. Mais on a pris le temps de comprendre ce qui s'est passé et l'enfant s'est senti écouté. L'enfant s'est senti, OK, papa voulait vraiment savoir comment je vais. Et la prochaine fois que je vais pas bien, je vais voir papa parce que non seulement il va comprendre, mais il va aussi me donner des bonnes solutions parce qu'il a compris ma situation. Donc, c'est vraiment ce que je dirais à un papa qui veut, surtout les petites filles qui sont plus dramatiques. C'est vraiment essayer de comprendre et des fois de comparer à notre réalité de, OK, pour lui, c'est comme payer une facture. D'accord. OK, je comprends. D'accord. Et là, on peut mieux l'accompagner. Vous dites les petites filles? Oui. Hein? Les Les grandes petites filles filles? aussi? Ah, j'ai une fille de 4 ans, là, elle essaie de, elle est elle est très intelligente, très éclairée, mais ses émotions, là, sont débalancées, puis j'essaie de trouver une solution, là, puis des fois, là, une petite affaire, là, c'est une crise totale. C'est la crise totale, ses émotions sont décuplées, là. Si je lui donne pas ça, là, c'est la fin pour elle, c'est fini, c'est fini. Mhm. Puis là, là, pour lui expliquer que tu peux pas tout avoir. Tiens, tu peux avoir quelque chose, mais tu peux pas tout avoir. Tiens, je te donne un seul, une seule, une seule gâterie, mais je peux pas te donner toute la boîte. Ah, et dès qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, là, c'est fini. Et elle Moi, a un gros caractère. Elle a un gros caractère. ouais. Moi, souvent, l'intervention que j'adopte quand j'ai fini d'expliquer à l'enfant et que l'enfant continue de faire la crise, c'est vraiment de lui dire, tu sais quoi, même si tu brises tout, ce sera toujours non. Sauf qu'à la fin, toi, tu auras une conséquence. Donc, tu choisis. Donc, des fois, c'est vraiment d'aller dans... C'est pour ça que je vous dis que j'ai la même approche enfant-parent. Là, je suis toujours dans la logique de j'ai compris, mais j'ai dit non. Fait que si tu décides de tout briser parce que tu n'es pas content, ça ne te dérange pas. Mais après, toi, tu vas ranger, toi, tu auras la conséquence et tu l'auras toujours pas. En plus, tu auras dépensé ton énergie, donc choisis. C'est vraiment d'avoir aussi une approche où on responsabilise l'enfant par rapport à son choix. Quand on parle de l'action agir, tu as le choix d'agir. À toi de le prendre, ce choix-là. Moi, je t'ai dit non. Papa a dit, il veut pas négocier. Papa a dit non. Fait que si tu pleures, est-ce que, puis des fois, je pose la question, ils vont pleurer, ils vont répondre. Est-ce que je vais te donner parce que tu pleures? Non, mais je le veux. Oui, j'ai compris, tu le veux, mais est-ce que je vais te donner? Non. Alors pourquoi tu pleures? Parce que je Ouais, le veux. c'est Arrête de ça. pleurer. Fait qu'on est beaucoup dans la logique de j'ai compris, j'ai compris. Cependant, ça c'est non et ce sera non. Là, ce n'est pas un temps de négocier. Et si tu veux continuer, tu peux continuer. Sauf que tu sais qu'à la fin, même si tu pleures 2 heures, tu ne l'auras pas. Donc, au final, l'enfant va le faire une fois, deux fois, il va finir par comprendre. Et après, il va sortir la phrase de toute façon, dans cette maison, il y a un marteau. Puis après, il va arrêter la crise. Parce qu'il a compris que, ah, une fois, ça n'a pas marché, deux fois, ça n'a pas marché. Et la troisième fois, il va faire sa crise, mais ce sera moins long. Fait que des fois, c'est vraiment de rentrer dans cette logique de je te responsabilise. Là, je mets mon chapeau de celui qui ne cède pas et je ne céderai pas. Sauf que si après 1 heure et demie, on lui donne, ben, la prochaine fois, il va pleurer encore 1 heure et demie. Donc, c'est toujours dans comment est-ce qu'on gère la chose, est-ce qu'on va jusqu'au bout ou finalement on a mal à la tête et on dit tiens. Parce que si on a mal à la tête et on lui dit tiens, la prochaine fois, il va continuer jusqu'à ce que papa ait mal à la tête. Parce que je sais, quand papa a mal à la tête, papa va céder et ils ont de l'énergie.
Donc, c'est vraiment comment nous, on réagit que eux, ils vont se positionner plus tard. Ben, j'ai pas envie de céder, mais j'essaie de trouver une autre approche avec elle. Là, des fois, là, c'est des mots de tête pourris. Des fois, là, j'ai pas envie des fois, là, j'ai pas envie de l'entendre pleurer. Là, je dis, tu sais quoi, va pleurer dans la chambre, là. Elle continue à pleurer dans la chambre pendant 30 minutes à pleurer, là, c'est comme, euh, ou bien des fois, bon. Bon, elle reste dans la chambre, mais moi, je mets mes écouteurs parce que même si elle est dans la chambre, elle va crier, ah! Ah! Moi, là, c'est comme, même si elle est dans la chambre, là, elle me casse les oreilles, là, je mets ma musique. Je mets ma musique. J'ai Donc, pas le choix. des fois, ça arrive qu'on va céder. Des fois, ça arrive. On n'est pas des parents parfaits. Puis des fois, on va avoir mal à la tête, on va leur donner. Sauf que ce que je dis aux parents, c'est quand tu vas céder, fais juste dire à l'enfant, c'est papa hein, qui a décidé, c'est pas parce que tu as pleuré. Fait comme ça, l'enfant va pas rentrer dans sa tête que ah, si je pleure, papa va me le donner. Des fois, c'est juste de dire à l'enfant, moi, j'ai décidé de te le donner. Hein? Aujourd'hui, papa a décidé. Pas parce que tu as pleuré. Est-ce que tu as compris? Donc, c'est juste de dire, même si c'est parce que l'enfant a pleuré, mais juste le fait qu'on lui dit à l'enfant d'une, ça c'est moi, c'est pas parce que tu as pleuré. Donc, ça évite que l'enfant va toujours pleurer pour avoir ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment de savoir quand on cède, là, jusqu'à quel point on le fait, puis jusqu'à quel point on va montrer à l'enfant que c'est lui qui a fait en sorte que. Parce que l'enfant va toujours refaire les mêmes choses qui vont lui donner des bons résultats. Même s'il faut qu'il pleure 5 heures. S'il sait qu'après 5 heures, les enfants ont de l'énergie. Ils ont ça à faire. Ils ont que ça à faire. Je veux Ben, quelque chose, j'en ai besoin, j'ai que ça à faire. ok. À la maison, c'est comme ça, je suis, mais dans un lieu public, là, j'agis différemment avec l'enfant. C'est comme quand elle fait la crise de bacon dans une épicerie ou dans un magasin, moi, j'ai dit, quoi, tu sais quoi, j'ai pas le temps pour pour tes états d'âme. J'ai pris l'enfant, puis je l'ai mis dans la voiture. À chaque fois elle fait, elle fait des crises dans le magasin, là, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps de lui expliquer, là, papa n'est pas content, là. Non, je prends l'enfant, je sors dans le magasin et je l'ai mis dans le siège d'auto, puis je rentre à la maison parce que je sais que en public, là, c'est encore pire. Fait que là, il faut trouver une solution pour quand est-ce qu'on sort dans les magasins. Parce qu'on sait que ça va se produire quand on sort dans les magasins. Donc là, faut trouver en fait, faut toujours essayer de trouver quelque chose qui sera bénéfique à long terme et non à court terme. Il y a des choses qui vont Mm. fonctionner sur le coup, mais ce n'est pas la solution parce que ça se répète, ça se répète, ça se répète encore. Par Bon, exemple, l'enfant doit savoir que si papa va au magasin et que je pleure, non seulement je rentre à la maison, mais par exemple, la prochaine fois, je ne retourne pas au magasin. Donc, c'est de trouver quelque chose qui est plus à long terme et non tout de suite. Parce que le tout de suite, on est parti, il va continuer à pleurer tout le long du trajet, peut-être même rendu à la maison, il va continuer à pleurer encore. Mais la prochaine fois, il va refaire la même chose. Parce que de toute façon, c'est papa qui n'a pas fait ses commissions, c'est pas lui. Lui, là, tout ce qu'il voulait, c'était le chocolat qu'il a vu. Puis là, il voit plus le chocolat, mais ça lui a fait mal, mais c'est pas grave. Mais c'est papa qui a perdu son temps pour rien. Donc, au final, l'enfant n'a rien perdu. Donc, le fait de savoir que la prochaine fois, je ne pourrai pas retourner. Donc, le fait de savoir que, par exemple, la prochaine fois que je crie, papa va s'asseoir, puis papa va pas lâcher. Donc, d'avoir quelque chose qui va faire en sorte que l'enfant va comprendre que moi, j'ai perdu. Alors, je ne veux pas perdre. Si c'est papa qui perd, l'enfant, ça ne le dérange pas. Mais si c'est lui qui perd quelque chose, là, il va modifier son comportement parce qu'il sait que, oh, si, regarde, si je fais ça, par exemple, quand je retourne du magasin, non seulement je vais manquer, mais papa va m'envoyer directement au lit. Mais je veux pas aller au lit, moi, aussitôt. Donc, je sais. Puis des fois, ouais, c'est d'avoir des mots aussi qu'on dit à l'enfant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les mots, là, les couleurs, les ci, les ça. Il y a un mot qu'on dit à l'enfant, puis l'enfant sait que si papa dit ce mot-là, c'est parce que la prochaine fois, on va dans l'auto. Fait que l'enfant a compris. Tu sais, ça peut être des codes de couleurs, là. Quand papa dit orange, c'est ta dernière chance. Si tu continues, tu passes au rouge, puis c'est fini. Donc, l'enfant a un temps pour s'ajuster. Ça fait pas de je pleure, je pleure, je pleure, boum, on rentre dans l'auto, c'est fini. L'enfant a quand même un petit temps de dire, OK, là, j'ai le contrôle encore. C'est à moi de choisir de rentrer ou pas. Et comme ça, on pourra lui dire, papa te l'avait dit, tu as choisi.
Donc, tu vas coucher plus tôt. Donc, on est beaucoup dans chercher des solutions à long terme, mais encore une fois, on n'est pas parfait. Ça va arriver des moments où on va juste se mettre dans l'auto, on va dire, c'est quoi là? Puis il y a d'autres journées, on va dire, tiens, ton chocolat, mange ton chocolat, prends-en autant que tu veux. Puis, tu sais, il y a des journées comme ça aussi. Il y a des journées que ça va arriver, on va céder. Il y a d'autres journées. Le plus que possible, on essaie que ça puisse être à long terme, que l'enfant puisse comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne crie pas dans les magasins? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas telle chose? Pourquoi on ne fait pas la queue? C'est vraiment de comprendre le pourquoi on est dans l'explication. Puis on essaie de le faire aussi le plus que possible quand l'enfant va bien. Donc, avant de descendre au magasin, pas dans le magasin. Comme on est assis dans le stationnement, c'est là que je donne les consignes. Pas quand on est rendu à l'intérieur qu'il a déjà vu les chocolats. C'est avant de rentrer dans le magasin. Là, je donne les consignes. Et là, je fais répéter. OK, papa va te donner combien d'avertissements? OK, est-ce que tu peux pleurer pour le chocolat? Et si tu pleures, est-ce que papa va te donner le chocolat? Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de pleurer pour le chocolat? Et qu'est-ce qui va arriver si tu n'écoutes pas? Tu vas rentrer à la... Donc, on fait le rappel des consignes à l'enfant avant même de se rendre dans le magasin. Parce qu'une fois que l'enfant a vu le chocolat, c'est fini. Tu peux dire toutes les phrases du monde, c'est fini. Lui, là, c'est moi et le chocolat. Le chocolat, là, je suis là et je sais que papa a de l'argent, fait que je veux le chocolat. Ouais, il n'y a pas toutes les phrases, les consignes, les punitions qu'on peut annoncer. Il n'y a rien. L'enfant n'est pas en mode réceptif. Il veut juste son chocolat et il le voit, le chocolat. Donc, c'est vraiment avant qu'on va donner les consignes. C'est la même chose, par exemple, pour les routines aussi. Avant, on va faire le rappel de la routine. Dès qu'on on revient de l'école, on lui dit, c'est quoi la routine après le retour de l'école? Tu fais quoi en premier? C'est là qu'on fait le rappel. C'est pas quand l'enfant dit, je veux pas faire les devoirs. C'est que dès qu'il rentre de la maison, on lui dit, OK, stop, c'est quoi la routine? Tu dois faire quoi avant? Qu'est-ce qui vient après? Donc, on est vraiment en mode préventif parce qu'on sait que cet enfant et tous les enfants, même nous en tant qu'adultes, dès qu'on pète notre crise, dès que la crise commence, c'est fini, on n'est plus en mode réceptif. Donc, c'est mieux de donner les consignes, même s'il faut répéter, mais avant la crise. J'ai une autre question pour toi, Barbara, dans ta pratique, encore une fois, là. C'est ben, peut-être pas toutes les étapes complètes, mais de manière générale, comment tu accompagnes justement les parents qui vivent ce genre de situation-là au quotidien, en termes d'étapes ou d'approches, là? Comment tu accompagnes les parents qui vivent, en anglais, on dit des tantrums, là, quand les enfants qui font le bacon et les enfants qui font des crises, qui veulent tout, parce que je sais que tu as l'argent. Donc, Ouais. comment toi, tu accompagnes les parents qui vivent ce genre de situation-là? Nos accompagnements, on a les deux volets. On a le volet enfant et le volet parent. Donc, le volet enfant nous permet de voir avec l'enfant qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc, nous permet de comprendre la façon de penser de l'enfant et nous permet aussi de donner des outils à l'enfant. Donc, de voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui a été fait? Et maintenant, comment tu peux le faire différemment? Donc, on est vraiment dans apprendre à l'enfant à avoir des bons réflexes, à développer des outils qui vont les aider. Donc, parce qu'on a pris ce temps avec l'enfant, donc on transmet ces informations aussi aux parents. Donc, pour permettre à ce que le parent puisse comprendre ce qui s'est passé avec l'enfant. Par exemple, un enfant qui ne veut pas aller dormir, aller se coucher tous les soirs ou qui se réveille tout le temps pour venir dans la chambre du parent. Donc, on va essayer de comprendre avec l'enfant pourquoi est-ce que tu te lèves le soir? OK, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Et des fois, c'est des choses qui sont simples, là. C'est, j'ai vu une ombre dans ma chambre, mais l'enfant n'est pas capable de l'expliquer. À chaque fois que ses yeux sont ouverts, c'est comme s'il voit une ombre dans sa chambre, il veut pas rester dans la chambre. Donc, le fait qu'on le comprend, donc là, on va le transmettre aux parents pour que le parent puisse voir la chose différemment. Donc, on n'a pas, on est comme cet œil aussi extérieur qui vient voir la situation dans laquelle le parent est baigné depuis des mois, des années, qui n'a plus de solution, pour voir les choses de façon sous d'autres angles. Et maintenant, on va l'expliquer aux parents pour comprendre, pour que le parent puisse comprendre l'enfant. Et en même temps, on va outiller le parent pour que le parent puisse accompagner son enfant selon cette compréhension-là. Donc, maintenant que j'ai compris, par exemple, qu'il veut pas rester dans sa chambre parce qu'il a peur, comment je peux faire? Des fois, c'est changer le rideau, par exemple, qui peut être quelque chose qui est simple. Des fois, c'est la peinture. Des fois, c'est le positionnement du lit. Des fois, c'est des choses qui peuvent être dans l'environnement. Des fois aussi, il y a un enfant où on avait été, c'était des billets t'as tant de billets, donc tu sais que tu dois te réveiller tant de fois dans la journée. Sinon, si tu dépasses ton billet, tu peux pas te lever. Donc, c'est à toi de jongler avec quand est-ce que j'utilise mon billet. Et si tu n'as plus de billets, tu te réveilles. Voilà la conséquence le matin. Donc, l'enfant avait compris et j'ai été et on l'a pratiqué. Donc, j'ai été dans la routine du coucher.
On l'a pratiqué avant la routine du coucher, une journée pour dire à l'enfant qui va dans la chambre, t'as 3 billets, reviens. Et l'enfant est revenu avec un billet en riant. Ha, 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 ha. Il donne le billet, il retourne, il revient. Ha, ha, ha. Il donne le troisième billet et là, j'ai dit, OK, c'est fini, tu ne retournes plus. Et il n'a pas compris. Là, il s'est mis à pleurer. Fait que c'est là qu'on a compris OK, il faut vraiment cette pratique faut que l'enfant l'ait intégré ça. Donc, le fait qu'on a pratiqué, là, on a recommencé, on lui a donné les billets. Et cet enfant ne s'est pas, il ne s'est pas levé même une fois de la chambre parce que maintenant, il a compris. Et depuis, il utilise ses billets. Donc, il sait qu'il a 3 billets. C'est vraiment si j'ai besoin de faire pipi. Je ne peux pas me lever pour aller dans la chambre juste parce que j'ai envie. C'est si j'ai besoin de maman pour aller faire pipi, des choses comme ça. Donc, on accompagne l'enfant à se comprendre, à comprendre ce qu'il vit, à lui donner des outils et on accompagne le parent à comprendre son enfant, à voir la situation différemment et à développer des outils pour mieux accompagner son enfant. Des fois aussi, c'est dans l'approche du parent. C'est dans l'enfant dit, mais c'est parce que quand maman crie, ben, je fais toujours ça parce que maman crie. Fait que là, de voir, OK, comment on peut diminuer les cris. Puis on n'est pas dans faut que l'enfant change, pour que maman change, faut que le parent change, on n'est pas dans la dynamique on attend que l'autre change. On est vraiment dans l'approche il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans la famille et on doit essayer de trouver des solutions pour que ça se passe bien. Donc, s'il faut que tu cries moins, ben, on va développer des outils pour que tu parles moins, pour que ça soit plus des conséquences et que tu parles moins. Comme ça, l'enfant, il sait que maman va parler moins et l'enfant développe des outils aussi pour mieux écouter. Donc, c'est ça qu'on fait dans les accompagnements. On fait des deux côtés pour qu'ensemble, ça puisse bien fonctionner. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Barbara sur sa pratique, sur des questions au niveau de la gestion des émotions, le développement peut aussi peut-être des enfants ou des ados? On a parlé beaucoup des enfants. On a les super ados en crise aussi. Ça, c'est une autre paire de manches, là. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires aussi? C'est la bienvenue par rapport à la présentation de Barbara. Parfait, je ne vois pas de main levée ou de prise de parole. Donc, Barbara, je te laisse faire un petit mot de conclusion. Puis je te dirais peut-être d'ajouter un petit mot d'encouragement pour nos super enfants là, qu'on aime bien et que les papas pourront aussi repartir avec ça, un mot-clé que les papas pourront, après avoir regardé ça, faire, ouais, moi, je veux partir avec ça. Donc, je te laisse un petit mot de la fin là, pour finir. Mhm. Euh, je dirais comme mot de fin que il n'y a aucun enfant qui est dans une famille au hasard. Ce sont des choix précis déterminés. Si tu as cet enfant, c'est parce que tu as ce dont cet enfant a besoin pour grandir. Donc, ce n'est pas un hasard que tu as cet enfant. Des fois, on a l'impression que l'enfant ne colle pas. On ne comprend pas pourquoi j'ai cet enfant-là. Mais c'est parce que tu es la meilleure personne pour accompagner cet enfant-là. Donc, certaines fois, c'est vraiment de prendre le temps de travailler sur soi. Des fois, c'est vraiment d'aller chercher des choses qu'on avait à l'enfance, mais qu'on a perdues à travers le temps. C'est des choses que l'enfant a besoin, on les a à l'intérieur. Donc, des fois, c'est à cause des situations de la vie, de ce qu'on a vécu, qui fait qu'on a forgé des carapaces, qu'on n'est plus cette personne-là. Mais l'enfant est venu pour être accompagné par cette personne. Donc, ce n'est pas un hasard. Faut prendre le temps de connaître les enfants, de voir. Et les enfants nous ressemblent. Mine de rien, là, ce qu'on va leur reprocher, c'est ce que nous, on se reproche aussi nous-mêmes. C'est pour ça qu'on les reproche autant, parce qu'on ne veut pas qu'ils grandissent de cette façon-là. Donc, c'est vraiment d'être patient avec eux, de les voir toujours, nous, comme étant ces gens qui vont les aider à grandir, à être des meilleures personnes. Et en tant que parents, on donne le plus qu'on peut. Comme on l'a dit, on a vu, il y a 4 facteurs qui ont un impact sur l'enfant. Il y a l'individu, il y a la famille, il y a la société, il y a la communauté. Donc, nous, on est dans la famille. On n'est pas dans la communauté, on n'est pas dans la société. Donc, la case qu'on peut jouer, on essaie de le faire le plus que possible. On se laisse le chance aussi de se tromper. On se laisse le chance de les crier après. On se laisse le chance aussi de verser nos émotions sur eux. Ce sont des journées qui vont arriver, mais on se rattrape à chaque fois. Et de surtout se rappeler que c'est le lien que tu vas forger avec cet enfant qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à devenir une meilleure personne. Ce ne sont pas les conséquences qui font qu'un enfant change. C'est ce lien que j'ai avec mes parents. C'est le fait de me sentir aimée. C'est le fait de sentir que je ne suis pas de trop. Parce qu'il y a beaucoup le rejet que les enfants vont vivre à l'extérieur. Et de faire de notre maison cet endroit où il fait beau vivre. On a envie d'être là.
Ça ne devient pas l'enfer de je préfère rester à l'école, mais que dans la maison, on a envie d'être là. Fait que prendre le temps de les écouter. Ils sont des êtres à part entière, peu importe leur âge, ils ont quelque chose à dire, ils ressentent des choses. Des fois, ils ne sont pas capables de vivre des mots là-dessus, mais dans leur tête, ils ont une image de comment j'aurais aimé que ma famille soit. Ils ont une image de qu'est-ce qui me ferait du bien. Et le fait qu'on passe du temps avec eux, on est capable d'aller comprendre ça. On est capable de l'amener à la maison et de faire que notre foyer soit ce lieu de paix. Oui, il y aura des discussions, oui, il y aura des journées où on ne va pas bien, mais la plupart du temps, on est bien d'être là. Puis même nous, en tant que parents, on est bien d'être avec nos enfants. On se dit pas encore, oh non, il vient de se réveiller. Oh non, pas lui. Tu sais, on n'est pas dans le, oh non, mais on est bien d'être avec eux. On est bien de passer du temps avec eux parce qu'on a créé cet environnement où les enfants sont bien, où on est bien et malgré les imprévus, les tempêtes, on arrive quand même à avancer. Comme on a vu la santé mentale positive, on fait de notre mieux. On essaie de penser, d'agir, de réfléchir, de ressentir les choses dans le but de nous procurer un bien-être personnel et familial. Donc, c'est plus qu'un mot, mais la famille est importante. La famille, c'est le début de quelque chose, c'est le noyau, c'est de là que beaucoup de choses partent. Donc, on fait le plus que possible de transmettre ces valeurs à nos enfants. Et même si on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, parle encore, continue de parler. Un jour, il se dira, papa me l'avait dit, parce que tu lui avais pris le temps de planter. C'est des semences qu'on fait. Des fois, ça prend le temps. Quand on sème, on récolte pas tout de suite. Il y a la moisson, faut arroser, faut arroser, faut arroser, faut donner il y a toutes des étapes, mais un jour, ça portera fruit. Donc, ne pas se décourager, toujours penser à l'avenir, toujours voir cet enfant 10 ans plus tard, le voir et de dire, qu'est-ce que j'aimerais que l'enfant dise de moi 10 ans plus tard et de travailler en conséquence. Donc, voilà ce que je dirais comme mot, phrase, paragraphe de ça. Super, merci beaucoup, Barbara. C'était vraiment une très belle présentation, une belle intervention. Prendre le temps de te remercier. Juste rappeler notre collaboration avec Repère. Donc, s'il y a des papas qui nous écoutent présentement aussi, on a la possibilité de référer à Barbara un maximum de papas par mois. Donc, il faut nous communiquer d'abord le besoin si vous voulez un accompagnement pour vos enfants, donc enfants et ados. Donc, on peut vous référer à Barbara sans frais. Donc, c'est vraiment une collaboration qui est avec Repère. Donc, c'est vraiment pour les usagers de Repère. Il faut être usager de Repère pour pouvoir avoir ce service-là. Et vraiment, pour conclure le tout, Barbara, comment on peut te rejoindre? Comment on peut connecter avec toi? Oui, ben, soit passer par repère. Sinon, m'appeler aussi au 450, je pas écrit, mais 450-421-6801. Donc, sinon, appelez chez Repère, ils vont vous donner le contact aussi. Donc, je suis là, on peut prendre rendez-vous soit au bureau, soit en virtuel. J'y vais aussi selon la disponibilité des parents. Et puis, on pourra voir ensemble ce qu'on met en place pour que ça fonctionne. Parfait. Et aussi site web, réseaux sociaux, Oui, Fondation Parents. par, Non, oui, pas Fondation par enfant, c'est Fondation. les réseaux. Fondation par enfant, site web par par-enfant.com. Donc, c'est vraiment enfant au singulier. Super. Donc, merci à chaque personne qui a pris le temps ce soir. Merci de votre présence là. On a, je pense, tout le monde a reçu beaucoup d'informations. Puis on espère, pour ceux qui vont le regarder par après aussi, de pouvoir appliquer quelques outils. Comme on sait, la santé mentale est importante pour tout le monde. Maintenant, on pense aux enfants aussi qu'ils découlent un peu de nous, on peut dire ça comme ça. Donc, sur ce, n'hésitez pas à nous envoyer des questions aussi si vous en avez en cours de route. On est là pour ça chez Repère aussi. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou aller sur notre site directement www.repere.org. Donc, sur ce, passez une excellente soirée à tous. Merci.